Ce n'est pas un scoop, mesdames et messieurs, comme vous l'aurez deviné, l'actualité est marquée par la signature de l'accord-cadre à Addis Abeba en Éthiopie. Je ne suis pas seule sur ce plateau pour ce web press, je suis avec des estimés confrères comme d'habitude. Je suis avec Laurent Onyemba, journaliste indépendant, et John Lungila de Couleur Télévision. Mais on nous reproche souvent, nous, journalistes, de ne pas vulgariser l'accord-cadre, donc vous me permettrez, mes confrères, de lire pour nos téléspectateurs cet accord-cadre. Alors vraiment, je vais le faire assez rapidement. Accord-cadre pour la République démocratique du Congo du 24 février 2013. Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. 1. D'importants progrès ont été enregistrés en République démocratique du Congo pendant la décennie écoulée. Les processus de paix nationale et régionale initiés alors ont établi la base d'une paix et d'une stabilité relative dans des grandes parties du pays. De même, le gouvernement de la République démocratique du Congo a entamé, avec l'appui des partenaires, un certain nombre de réformes pour préparer le terrain à la reprise économique et à la démocratisation du pays. 2. Cependant, l'Est de la RDC continue de subir des cycles de conflits récurrents et des violences persistantes de la part des groupes armés tant nationaux qu'étrangers. 3. Les conséquences de cette violence ont été plus que dévastatrices. Des actes de violence sexuelle et des graves violations de droits de l'homme sont utilisés régulièrement et quasi quotidiennement comme des armes de guerre. Le nombre de déplacés figure parmi les plus élevés au monde et tourne de façon persistante autour de 2 millions de personnes. La mise en œuvre du programme national de reconstruction, de réforme du secteur de la sécurité et d'éradication de la pauvreté est constamment interrompue. 4. Malgré ces défis, la crise récente offre la possibilité de s'atteler aux causes profondes du conflit et de mettre un terme au cycle de violence récurrent. Il est de plus en plus reconnu que la voie actuelle n'est pas viable. Partant d'une cessation des hostilités, des actions concrètes sont requises de la part du gouvernement de la RDC avec le soutien des partenaires, des États de la région et de la communauté internationale en soutien aux efforts déjà en cours de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la communauté pour le développement de l'Afrique australe. 5. Les principes énoncés à chacun de ces niveaux constitueront des engagements pris dans le domaine suivant. Pour le gouvernement de la RDC, continuer et approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police, consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins, effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation, promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture de services sociaux de base, promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances, et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Dans ce contexte, la région est définie par les pays signataires de cet accord. Pour la région, un engagement renouvelé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles, respecter les préoccupations et intérêts légitimes des États voisins, en particulier au sujet des questions de sécurité, ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous le régime de sanctions des Nations Unies, et faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la région. Pour la communauté internationale, le Conseil de sécurité resterait saisi de l'importance d'un soutien à la stabilité à long terme de la RDC et de la région de Grands Lacs, un engagement renouvelé des partenaires bilatéraux à demeurer mobilisés dans leur soutien à la République démocratique du Congo et à la région, y compris avec les moyens appropriés pour assurer la durabilité de ces actions sur le long terme et d'appuyer la mise en œuvre des protocoles et des projets prioritaire du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Un engagement renouvelé à travailler à la revitalisation de la CPGL et à soutenir la mise en œuvre de son objectif de développement économique et d'intégration régionale. Une revue stratégique de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en RDC afin de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire et favoriser l'expansion de l'autorité de l'État, la nomination d'un envoyé spécial des Nations Unies pour soutenir les efforts pour trouver des solutions durables avec un plan à plusieurs volets qui permettra la convergence de toutes les initiatives en cours, mécanisme de suivi. La RDC, les pays limitrophes, les partenaires régionaux et la communauté internationale travailleront de façon synchronisée afin de promouvoir ces principes.
Un mécanisme de suivi régional impliquant les dirigeants de la région, notamment de la RDC, de la République d'Afrique du Sud, de la République d'Angola, de la République du Burundi, de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République de l'Ouganda, de la République du Rwanda, de la République du Soudan du Sud, de la République unie de Tanzanie et de la République de Zambie, jouissant des bons offices du secrétaire général des Nations Unies, de la présidente de la Commission de l'Union africaine, de la présidente de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et du président de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, en qualité de garant du présent accord, sera établi et se réunira régulièrement pour passer en revue les progrès dans la mise en œuvre des engagements régionaux ci-dessus, dans le respect de la souveraineté des États concernés. 8. Ce mécanisme 11+4 est en soutien aux efforts régionaux en cours et sera par conséquent soutenu par et étroitement lié à l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, ainsi qu'à d'autres partenaires internationaux, y compris l'Union européenne, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni. Un plan détaillé pour la mise en œuvre de l'accord sera développé conjointement, y compris l'établissement des critères de mesure et mesures de suivi appropriées. 9. Le président de la République démocratique du Congo mettra en place au sein du gouvernement un mécanisme national de suivi en vue d'accompagner et de superviser la mise en œuvre des engagements pris au niveau national pour les réformes susmentionnées. Les Nations Unies, l'Union africaine, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires bilatéraux ou multilatéraux qui seront convenus apporteront leur soutien à ce mécanisme. 10. Le mécanisme de suivi national fonctionnera dans le respect total de la souveraineté de la RDC. 11. En République démocratique du Congo, la MONUSCO fera partie de la solution et continuera à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC. Voilà en fait les 11 points de l'accord 4. Je crois que j'ai été assez rapide. Très heureuse de vous recevoir, Laurent Onimba et mon collègue John Ungila. La toute première question que l'on se pose et qui se dit, est-ce que la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la RDC a été bradée vu cet accord? Merci pour cette rapidité dans la lecture de l'accord. Généralement, comme vous l'avez dit, la majorité des Congolais ne sont pas informés, un peu comme on l'a dit en son temps. Si vous voulez cacher quelque chose dans un Congolais, il faut tout simplement le mettre dans un livre. Okay. Et là, vous venez de faire ce que les Congolais ne font pas. Alors, moi, comme analyste, comme un observateur permanent de la question politique congolaise, je m'étais dit, voici encore une fois une cacophonie au sein de la classe politique congolaise. Pourquoi je le dis? Parce que cet accord cadre est un peu comme vide de soubassement. On n'y a pas apporté des solutions par rapport à la véritable question du Congo. Et c'est quoi la véritable question? Madame, la question du Congo, c'est d'abord la question qui est au niveau de la souveraineté du Congo. On aurait bien voulu que dans cet accord, qu'on trouve noir sur blanc les noms des pays agresseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de citer, je voulais dire, tout simplement de façon protocolaire, que le Congo ou les groupes armés qui sont au Congo sont au centre, non pas d'un soutien des pays voisins, sans citer ces pays voisins. Alors, quel est le message politique, quel est le message diplomatique que cela cache? Tout le monde le sait. À Kinshasa, c'est une chanson. Le Rwanda, l'Ouganda sont des pays qui soutiennent les groupes armés. Qu'est-ce que les M23 sans le Rwanda? Alors, cet accord, au-delà, n'ose pas d'échapper des bonnes intentions, a aussi un autre aspect. L'aspect, n'ose pas, du réveil de la conscience gouvernementale de l'élite, même du leadership politique congolais. Est-ce que nous avons besoin d'un accord cadre de certaines personnalités de l'Afrique ou des Nations Unies pour venir nous rappeler que nous sommes un pays souverain? Non. Est-ce que nous avons besoin de quelqu'un qui vient nous dire vous devez jeter les jalons pour un développement économique? À quoi ça sert un développement économique sans la souveraineté, madame? Nous savons que l'État, au-delà de la population, au-delà d'un territoire, au-delà d'un pouvoir, je ne sais pas moi, pacotille soit-il, il y a d'abord l'élément souveraineté. Et curieusement, les Congolais sont comme des jouisseurs, et pourtant la Constitution le dit.
la Constitution a tranché la question sur les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Donc, et ça, vous avez l'impression que cela ne nous appartient plus. Non, ça ne nous appartient pas. Et regardez, même des députés, même des parlementaires, même des ministres disent oh, nous devons prier. Regardez toutes nos télévisions, on a eu la culture comme ça de prendre des artistes et musiciens, on leur donne un $2,000, un $3,000, et ils chantent, ils pleurent tout le temps. Alors qu'il y a la puissance publique, il y a l'État qui est là, qui est censé fonctionner. À mon avis, nous sommes devant une problématique, n'est-ce pas, d'une sorte d'abandon du pouvoir, le pouvoir est dans la rue, il y a absence de l'État. Et cet accord, c'est encore une fois de plus, ce chapelet de bonnes intentions de quelques personnalités, nous sommes dit, rappelez-vous, pour terminer, rappelez-vous ici que sur cette table, nous avons analysé le fait que des personnalités du monde ont dit non à l'agression du Congo. Mais à la fin, je vous ai même dit, prenez rendez-vous avec moi, ça ne va rien changer. Tant que la géopolitique, la géostratégie veut que le Rwanda joue un rôle dans la sous-région, eh bien, ce sont des accords, et un accord de trop, un accord de moins. Selon vous, c'est un accord de trop qui sera difficilement applicable, John Mungula? Je ne le pense pas, contrairement à la lecture faite par Laurent. Je voulais rappeler à Laurent que s'il faut critiquer la démarche des Nations Unies, il faut commencer par maîtriser le principe et les règles qui régissent les Nations Unies. Les Nations Unies est une organisation qui est là pour prévenir des crises, plutôt que de réagir après avoir vu cette crise se produire. Les Nations Unies est là pour réduire l'écart, réduire la divergence entre les adversaires. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une crise au niveau sécuritaire, en interne, comme au-delà de nos frontières. Alors, si les Nations Unies ont pris l'initiative, cet accord obéit au volet diplomatique. C'est-à-dire, il y a des groupes armés dans la partie est du pays et ces groupes armés bénéficient des soutiens des États voisins. Vous n'avez pas l'impression, John Mungula, qu'on a dédouané le Rwanda et le Burundi dans cet accord? Je vais répondre à votre question, madame. Donc, il faudrait commencer par couper tout soutien à ces groupes armés et après on va passer au deuxième volet militaire. Là on parle de brigade spéciale qui viendra pour éradiquer, lutter contre ces groupes armés. Et je pense qu'aujourd'hui, 2 jours, 3 jours après la signature d'un tel accord, il est difficile de juger si c'est bon ou pas. Il faut accorder les temps. Il faut accorder 1 mois ou plus, voir ce que ça va donner dans l'application. Tout le monde élève la voix pour rappeler, même le chef de l'État l'a dit, il a rappelé aux uns et aux autres de respecter les engagements. Nous devons demander aux 11 États qui ont signé ces accords, aux Nations Unies et d'autres structures sous-régionales, le SADC, l'Union africaine, la Syrie régionale, de respecter ces engagements. Vous avez vu ici dans cet accord, moi c'est que je n'ai pas... effectivement, il y a des points faibles, il y a des faiblesses dans cet accord, mais il y a aussi des points forts qui nous bénéficient, qui est en notre faveur. Je prends l'exemple, par exemple, quand on demande au Rwanda, aux 11 États de ne pas soutenir les groupes rebelles qui veulent déstabiliser la RDC, quand on demande aux États signataires de cet accord de ne pas héberger ou accorder une quelconque protection à toute personne accusée de crimes de guerre, de génocide ou crimes contre l'humanité, quand on interdit aux États, n'est-ce pas, de s'ingérer, l'ingérence dans les affaires internes du Congo. Mais on a l'impression, Laurent Nimba, que tout est mis sur le dos du Congo. On a l'impression qu'on s'adresse que au Congo. Madame, qu'il n'y a que la RDC qui doit faire plus d'efforts que le Rwanda, le Burundi et les autres. Madame, j'ai entendu ici que pour parler des Nations Unies, il faut maîtriser le principe. J'ai l'avantage d'avoir bien appris les principes, mais aussi de les enseigner aux autres. Ça, c'est l'aspect pédagogique que j'ai. Écoutez, la secte des Nations Unies est connue. Tout le monde peut le répéter, même par cœur. Mais il y a une dichotomie existentielle entre la théorie et la pratique. Quelqu'un ne va pas nous prêcher ici que les Nations Unies, c'est Dieu le Père et Alléluia, Amen. Regardez la situation en Syrie. Regardez ce qui s'est fait en Libye. Regardez ce qui s'est fait dans d'autres pays. Ça veut dire qu'il y a les rapports d'intérêt. Et que dans un accord pareil, vous n'allez pas me prouver la valeur juridique aussi bien pondérale d'un tel accord par rapport à tout ce qu'il y a eu au niveau de la sous-région. Il y a eu aussi, n'est-ce pas, des émissaires internationaux.
Mais ce que nous voulions dire ici, madame, parce qu'il faut rester fondamental et aider le commun des mortels à comprendre que nous sommes pas en train comment dirais-je, de plaider pour l'autre chapelle, mais pour notre chapelle. Nous n'avons pas besoin d'un accord pour venir nous redistribuer, comment dirais-je, nous reconquérir notre souveraineté. Laurent, nous-mêmes, on ne s'entend pas. Les Congolais ne s'entendent pas. Mais c'est ça le problème. Alors les autres pensent à votre place, les Congolais, nous donnons l'impression d'être des jouisseurs. Nous donnons l'impression d'attendre des textes. Mon ami a dit, et je le soutiens, que le chef de l'État a dit qu'on doit tenir compte de cet accord et il demande aux pays voisins de le respecter. Le chef de l'État, Joseph Kabila, par rapport aux autres chefs d'État, il représente quoi? Il représente quoi? C'est un chef d'État comme tous les autres. Mais tant que nous savons que le Rwanda a des intérêts au Kivu et que l'Ouganda a des intérêts au Kivu, vous pensez que le discours des bonnes intentions du chef Kabila sera entendu? Je vous dis tout de suite, non. Nous aurons bien voulu, madame. Même quand on dit la force neutre. Vous voyez, le vendeur de vent, il se lise en disant non, nous avons des drones, désormais la MONUSCO va faire ceci. Mais Goma est tombé sous les regards impuissants de la MONUSCO. Madame, il y a le droit international militaire. Il y a le droit international humanitaire. Ils étaient en train de respecter leur mandat. Et que ce droit-là donne la possibilité à la MONUSCO de défendre même les aujourd'hui, on va réévaluer leur mandat aujourd'hui. Peut-être que ça va changer. Non, nulle part si le Rwanda n'est cité comme un pays nulle part. Dans cet accord, c'est pas cité. Qu'est-ce que ça cache? C'est comme l'arbre qui cache la forêt. Moi, je vais vous dire, parce que j'aime proposer des solutions et qu'il faut que les Congolais le sachent. La solution ne viendra pas d'un quelconque accord. Cadre soit-il. La solution pour la paix et la sécurité, la stabilisation et le développement du pays commence par la responsabilisation des acteurs politiques sérieux. Il faut une politique militaire interne. Parce que même dans ces accords, si aujourd'hui ils n'appliquent pas ces accords, comme nous avons une diplomatie de pacotille, une diplomatie de demi-victoire, à quel moment de l'histoire nous allons hausser notre voix? Parce que nous n'avons ni armée, nous n'avons ni munitions, et même la politique militaire est tout à fait à dents de scie. Je ne veux pas que nous restions assez théoriciens ici. Je veux que nous puissions analyser l'accord avec un regard scientifique. Et c'est ce que je fais pour ce qui me concerne, maman. Je prends un des points de cet accord. En République démocratique du Congo, la MONUSCO fera partie de la solution. Donc cela nous donne l'impression, John Lungila, que la MONUSCO ne partira jamais de ce pays. Je vais rappeler aussi à Laurent. Vous pouvez répondre à la question. Je réponds directement à votre question. Vous savez qu'aujourd'hui, la RDC fait partie des États fragiles. C'est-à-dire, on est considéré comme étant un pays qui est dans une zone de non-droit. C'est-à-dire, quand on est un État fragile, on est un État qui est incapable de remplir ses missions, ses fonctions régaliennes, surtout sur le plan sécuritaire. Un État qui n'a pas les attributs de la souveraineté ou qui le perdent progressivement. Un État qui est incapable de gérer son étendue, son territoire, de protéger sa souveraineté vis-à-vis des menaces des groupes armés, des groupes rebelles, des groupes terroristes qui viennent opérer comme ils veulent. Et donc, c'était important. Si vous lisez même le livre blanc écrit, initié par Sarkozy, la France vous dira qu'on doit réformer l'armée française pour intervenir, parce que ce sont des cas dangereux qui peuvent nous entraîner, comme ça se passe maintenant en Mali, comme ça se passe maintenant à Cameroun, où vous avez appris l'enlèvement des citoyens français. Ce sont des mouvements qui sont détectés dans des États fragiles, qui sont situés dans des zones de non-droit. Et donc, c'est important. Donc, vous avez vu, la RDC est un État de non-droit. Effectivement, c'est pourquoi la MONUSCO est là. C'est pourquoi l'effort était là. La MONUSCO est là, effectivement, et répond à ces besoins-là. Mais aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de notre fragilité, au-delà de notre incapacité militaire. Il y a une naissance des groupes armés du jour le jour. Si vous lisez l'introduction de cet accord, on fait une analyse qualitative de faits. On reconnaît une progression relative dans une grande partie, mais on ne fait pas une analyse quantitative pour nous dire les années passées de la MONUSCO en RDC, on a enregistré autant de morts, autant de violences sexuelles, de femmes ou comme je crois, des hommes. Mais la MONUSCO doit intervenir. Pourquoi? Moi, je salue ces cadres parce que nous avons opté pour la brigade spéciale. C'est-à-dire, on ne dépend encore des Nations Unies. Et là, le mandat de la MONUSCO sera révisé. Ça deviendra maintenant un mandat offensif. Où, en lieu et place de forces neutres, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, vous voyez ce qui se passe au Mali. Il y a le misement en mission de soutien, je crois, pour le Mali. Il y a des problèmes de finances pour financer
prendre en charge l'aspect financier des armées africaines qui sont venues à la rescousse du Mali. Le CEDEAO qui n'a pas de moyens, qui demande le moyen aux partenaires étrangers. Maintenant, on évalue à 9 millions de dollars pour soutenir l'effort des soutiens armés au Mali, mais le partenaire international n'ont pas ces moyens pour financer. Et donc, les armées africaines sont jusque-là incapables de gérer la sécurité en Afrique. Et donc, nous devons compter sur, en tout cas, les Nations Unies, parce que là, vous avez vu, aujourd'hui, la MONUSCO, au-delà des échecs qu'on a enregistrés, calculer l'apport économique qu'apporte la MONUSCO ici au Congo. L'injection de millions de dollars dans notre économie, ça apporte beaucoup. Et donc, c'est ce qui manque aux armées africaines. Nous acceptons l'arrivée des brigades tanzaniennes, des éléments sud-africains, mais qui va financer? Parce que le partenaire et CRA n'ont pas les moyens. Avec les Nations Unies, les choses peuvent se passer facilement. Il suffit seulement d'arracher ce qu'on a arraché à travers cet accord, c'est-à-dire on va revoir la nouvelle stratégie du mandat de la MONUSCO. On va lui accorder plus le mandat d'intervenir, de lutter, d'éradiquer les groupes armés, ce qui est très important. Laurent Nimba, on prend un autre point. Ici en RDC, on nous a suggéré de mettre un mécanisme national de suivi. Alors, avec ce mécanisme, peut-être que cet accord, cette fois-ci, sera respecté. Madame, on décortique maintenant l'accord. Hein. Oui, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Soit vous voulez être un État souverain et vous jetez, n'est-ce pas, les bases de cet État souverain. On a des faiblesses. C'est-à-dire au travers de la responsabilité d'action. Comme l'a dit John, on a des faiblesses du côté sécurité, côté armée et tout ça. Donc notre souveraineté est à moitié. John reconnaît quand même que nous sommes un État, ce que j'ai pu trouver comme quelque chose d'anormal. Reconnaître qu'on est un État. De l'autre côté, il reconnaît que nous sommes un État de non-droit et qu'il compte sur la puissance française. Cette cacophonie-là, je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont comprise. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que dans cet accord, il y a 2 points. Le premier point, c'est qu'on nous rappelle, qu'au Kivu, ou dans notre pays, il y a insécurité. Deuxième point, c'est que l'autorité politique ou l'autorité congolaise n'est pas capable, n'est-ce pas, de sécuriser le Kivu. Le troisième point qui est un peu comme subsidiaire au premier point, c'est que les pays voisins attaquent ou plutôt financent les groupes armés. Mais le quatrième point qui sous-entend le deuxième, c'est que le Congo est dans l'impossibilité de débouter, n'est-ce pas, ces groupes armés et qu'aujourd'hui, on nous met devant les défis. C'est pourquoi je parle de la responsabilisation. Et j'ai toujours ma théorie, quand vous êtes incapable de gérer à la fin, la solution c'est qu'il faut abandonner, il faut démissionner. Pourquoi nos autorités ne démissionnent-elles pas? Parce qu'elles sont incapables. Moi j'ai toujours dit que le Congo ce n'est pas une fatalité, madame. Allez vivre au Rwanda, regardez ce qui s'est fait au Rwanda, sans faire l'apologie d'un pays voisin. Vous allez trouver de l'ordre là-bas. Allez même ici en Afrique du Sud, quelle que soit la criminalité, mais vous allez trouver quand même qu'il y a la puissance publique. Mais chez nous ici, c'est la jungle. Quand on vient nous rappeler qu'il n'y a pas de suivi, rassurez-vous que dans ces pays, on a connu des munitions qui sont parties au front et jamais quelqu'un n'a pu dire on a tiré autant et autant sont revenus au dépôt. Et après, on a dit non, les militaires sont partis. Mais chaque jour, madame, il y a des gens qui meurent à Goma, à Rutshuru, à Kiwanja et ailleurs. Est-ce que ces gens-là sont moins congolais que ceux qui sont à Katakoukouam et que ceux qui sont à Louozi? Non. Ça relève de la politique. Et aujourd'hui, vous entendez les gens même dire cohésion nationale. Mais cohésion nationale, il y a des choses. Moi, j'ai rencontré, madame, des gens comme le Chérubin Okinde, qui, tout en étant de la majorité, mais des gens qui ont un regard aussi bien raffiné que logique en disant nous voulons discuter, mais il ne faudrait pas discuter pour discuter. Aujourd'hui, cet accord vient nous rappeler que nous devons faire gaffe et que le Congo doit s'organiser. Moi, je ne pense pas, madame, nulle part au monde, les institutions de Bretton Woods ont développé un pays. Nulle part au monde, madame, les discours internationalistes, je ne sais pas moi, diplomatiques, ont développé un pays. Il faut rentrer sur des ressources internes. Ce que nous ne voulons pas savoir dans cet accord, c'est qu'il y a des intérêts au Kivu. Le lac Albert a du pétrole et qu'après le Mali, la prochaine guerre, ça sera le Congo. Cet accord vient tout simplement jeter les bases, n'est-ce pas, d'une véritable crise. Et rassurez-vous, prenez rendez-vous avec moi devant l'histoire, que nulle part la puissance internationale viendra mettre de l'ordre. J'ai pris le cas de la Syrie, la Chine, la Russie, la France, les États-Unis sont en train de, un peu comme dire, d'observer attentivement cette situation. John Lungila, est-ce que cet accord, comme j'ai reçu quelqu'un de l'opposition, est-ce que cet accord jette les bases
de la balkanisation de la RDC. Enfin, cet accord, selon vous, froidement, vraiment froidement. Ça, je l'accepte parce que j'allais finir par les dire que c'est une menace. Moi, je considère cet accord comme une dernière chance qu'on accorde au Congo. Si nous ne le respectons pas, si nous ne parvenons pas à nous défendre, parce que nous, on peut respecter les engagements, mais si les Rwandais se défendent mieux que nous, il parvient à convaincre les Nations Unies que nous ne respectons pas. Déjà, je vous signale, mesdames et messieurs, que le président Paul Kagame n'est pas tout à fait d'accord aussi avec cet accord cadre. Hein. Il a déjà dit quelque part. Si nous ne le respectons pas, on finira par être balkanisé. Ça, je vous l'ai dit. Et surtout, je rappelle à Laurent que du Rwanda, les désordres qui règnent au Rwanda, c'est pire qu'ici au Congo parce que vous avez... Pas l'administration, peut-être la dictature, oui. Rappelez-vous de la démocratie. La dictature, oui. Le Rwanda est un pays... On n'a aucune leçon à recevoir du Rwanda parce qu'il n'y a pas de démocratie. Je suis au niveau purement de l'administration. Je ne fais pas l'apologie du Rwanda, je suis au niveau purement de l'administration et du sérieux dans le suivi des débats. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du Rwanda. Sur le plan des libertés, cet accord est une interpellation pour la classe politique congolaise. Est une interpellation pour Laurent. Heureusement que vous une interpellation pour Laurent, une interpellation pour moi, pour vous, madame, pour les opposants, pour ceux qui sont dans la majorité au pouvoir, pour la société civile, pour tout le monde, même ceux qui sont à l'église. Parce que vous voyez, et réalisez les engagements que nous devons respecter. Il y en a beaucoup. Il y en a 5. Il y en a 5. Mais tous les 5 engagements que nous avons, auxquels nous sommes tenus à respecter, n'est-ce pas, ça reflète la crise interne que nous avons ici au Congo. Je peux vraiment le relire vous pouvez continuer. Allez, la réforme de l'armée, la réforme de notre sécurité, on parle de l'armée, on parle de la police. La réforme de l'armée, de la police, c'est pas seulement les recrutements qu'on doit lancer, c'est pas seulement il faut rajeunir l'armée ou il faut acheter les armements et consorts, parce qu'on a ouï dire avant qu'on était sous embargo, on était incapable de s'armer fortement, puissamment. Mais la réforme de l'armée, c'est ce qu'a fait Sarkozy quand il est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire qu'il voulait avoir une armée qui soit en même de défendre la France au-delà de ses frontières nationales. Aujourd'hui, les Rwandais ont une armée forte parce qu'ils sécurisent pas seulement le Rwanda. Je voudrais vraiment, puisque vraiment, c'est la vulgarisation de cet accord cadre. Donc, j'y reviens. Pour la RDC, pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, un engagement renouvelé à continuer et approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police, consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins, effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation, promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base, promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances, et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Donc, on les soit des leçons. La réconciliation avec les forums nationaux, ça va répondre à cette préoccupation réconciliation nationale, la démocratisation, parce que vous savez qu'aujourd'hui l'opposition parle de l'illégitimité du pouvoir, c'est la démocratie qui est mise en mal. Tout cela ce sont des points qui feront l'ordre du jour pour le forum national. Mais par rapport à d'autres points qu'on a cités, réforme des finances, ça relève de la bonne gouvernance, et ça c'est de la responsabilité du gouvernement. Ça devait venir de l'extérieur qu'on nous donne des ordres. Voilà, ça doit venir de l'extérieur qu'on nous donne des ordres comme ça, parce que nous-mêmes, en tant que Congolais, on ne réalise pas que ça ne marche pas comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que voyez la politique de laisser erreur. Vous imaginez un État sérieux où il y a une administration. C'est pourquoi quand mon ami, j'ai parlé du Rwanda, il a pensé que j'ai fait l'apologie du Rwanda. Mais non, je prends juste un petit exemple. Dans un État sérieux, vous attendez qu'un accord comme celui-ci vienne vous rappeler que vous devez des réformes dans tel secteur des finances, dans tel secteur de l'armée, dans tel secteur de la police. Parce que quand on a fini à bancariser, eh bien c'est fini, on est au ciel. Ou quand on a fini à passer par, et c'est pas moi, le FMI, c'est qu'on a fini à aller au ciel. Regardez ce que dit l'accord, madame. Renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un est-il capable de passer par ici, à Congo Web, et nous expliquer ce que ça veut dire?
Vous oubliez que dans ces pays, on a entendu un discours, n'est-ce pas, d'une exploitation commune des ressources du Kivu avec les pays voisins, qu'on ne peut pas accepter un Congo aussi riche aux côtés d'un Rwanda aussi pauvre. Est-ce que les Congolais sont capables de rentrer au-delà, n'est-ce pas, de la face A de cet accord, rentrer dans la face B de l'accord et comprendre aussi bien l'essence que la quintessence d'une telle approche? Je dis tout de suite non. Voilà pourquoi je ne veux pas que nous dormions sur les lauriers. Il faut une administration forte à Kinshasa qui comprenne les enjeux. Nous avons signé beaucoup de textes et ça c'est un texte de trop. Madame, dans cet accord, il n'y a pas la cohésion nationale. Mais il y a d'abord un débat à Kinshasa qui évoque la problématique de la légitimité. Dans cet accord, il n'y a pas le M23. Est-ce que vous avez vu le M23 là-bas? Est-ce que vous pensez que le fait de restituer les drones ou qu'on donne les mandats d'attaque à la MONUSCO, l'affaire est clôturée dans le Kivu et qu'il n'y a plus de lac, plutôt le carbone dans le lac Albert, en fait, et que le Kivu n'est pas dans le collimateur et de convoitise des puissances internationales? Nous nous trompons encore une fois de cible. Les Congolais donnent l'impression d'être un simple jouisseur au lieu, n'est-ce pas, de s'approprier de la problématique de sa souveraineté pour agir. Et pour ça, mon ami a péché devant l'histoire et devant sa conscience d'intellectuel. Je veux donc qu'il soit beaucoup plus regardant au travers de la problématique de l'accord. Il ne faudrait pas seulement se contenter du cadre, je ne sais pas, purement professionnel, ou je voulais dire journalistique du concept accord-cadre. Madame, j'ai l'avantage d'être juriste et même d'être un enseignant d'université et c'est ce que je suis en train de dire. John Lungila, on prend notre point, un engagement renouvelé à travailler à la revitalisation de la CPGL. Donc, entre CIR-CGL et CPGL, quelle est la différence? Il y a une grande différence, il y a une grande différence. Laurent, ce que vous ne connaissez pas, je ne sais pas, c'est lui qui vous a dit que ce que vous ne connaissez pas n'existe pas, c'est faux. Si vous remarquez que vous êtes dans vos limites, il faut accepter d'apprendre, mon frère. Il ne faudrait pas aller au-delà de vos connaissances si c'est là à des limites et des frontières. Et donc, si par rapport à l'article que vous avez relevé, madame, je crois que vous avez évoqué, si je ne l'ai pas perdu, si vous pouvez les relire pour moi encore. S'il vous plaît, c'était... J'en prie. Sur la CPGL? La CPGL. Vous savez, aujourd'hui, Laurent... En fait, à l'époque, la CPGL était constituée de combien de pays à l'époque, Laurent? La CPGL? La CPGL, je pense que c'est autour de... C'était le Zaïre à l'époque, le Rwanda et le Burundi. Je n'ai pas totalement le nombre, mais le plus important, madame, c'est qu'au même moment que la majorité des pays nous attaquent, parce que nous ne le disons pas. Si aujourd'hui nous parlons du Rwanda et de l'Ouganda, hier c'était l'Angola. Mais si on nous demande aujourd'hui de renforcer la coopération dans la région, c'est qu'on nous impose, n'est-ce pas, à accepter le point de vue des autres. C'est pourquoi moi je ne compte pas sur cet accord, je compte sur une revitalisation de la véritable puissance nationale. La CIR-GEL, CPGEL, ce sont deux structures sous-régionales qui s'apparentent, mais à la différence que l'autre, la CPGEL, n'est plus active par rapport à la CIR-GEL qui est plus active parce que ça répond aux besoins d'actualité de pays de la sous-région des Grands Lacs. Et question d'actualité, c'est la sécurité, c'est pourquoi on est ici, c'est pourquoi on en parle, c'est pourquoi la CIR-GEL a eu la responsabilité de régler tout d'abord cette question sécuritaire qui se pose ici chez nous, je vous l'informe. Et nous avons signé, ratifié le pacte de la CIR-GEL parce que nous sommes membres, n'est-ce pas, et puis nous faisons partie de pays qui se retrouvent dans la sous-région des Grands Lacs. Je l'ai dit et je le répète, je l'assume, que la CIR-GEL est plus active parce qu'il répond aux besoins actuels qui se posent au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Et la CIR-GEL a été instituée, il y a des articles que nous avons signés, entre autres. Mais si vous essayez de faire la comparaison entre le pacte qui institue la CIR-GEL avec cet accord cadre, il y a des points de ramification, il y a des points qui se ressemblent, surtout quant aux engagements, aux exigences qu'on fait aux pays voisins. C'est pratiquement ce qui est dit dans le pacte de la CIR-GEL. Il y a un autre point là qui m'est sauté à l'œil, c'est le 11+4. On aime bien les formules comme ça pour la République démocratique du Congo. Il y avait le 1+4. Cette fois-ci, c'est le 11+4. Donc 11 pays qui ont les yeux tournés vers la RDC. C'est un mécanisme de suivi qu'ils ont mis en place pour suivre l'application et le respect des engagements. Mais malheureusement, moi, je constate que
c'est complexe, c'est lourd, parce que 11 plus 4, 11, ce sont les 11 États qui ont signé, 4, ce sont les 4 organisations qui ont parrainé cet accord. On parle de l'ONU, SADC, CIEGEL et l'Union africaine. C'est très complexe, parce qu'aujourd'hui, ici, il faudrait convoquer... C'est une façon de nous dire qu'on a vraiment perdu de notre souveraineté. Quand 11 pays a le droit de regard sur votre pays, sur votre économie, sur votre sécurité, sur votre social... Vous avez signé l'engagement et vous devez veiller au respect. Et vous êtes tenu aussi au respect. C'est ce qu'on voulait dire quand on parle de mécanisme 11 plus 4. Les autres vont respecter moi, j'ai signé, je suis signateur. Je dois surveiller le respect, veiller sur le respect des engagements signés aussi par les autres. Et moi-même, je suis tenu à respecter ce que j'ai pris comme engagement. C'est ce que ça veut dire 11 plus 4. Est-ce que la RDC peut surveiller le Rwanda et dire que le Rwanda n'assume pas ou ne respecte pas cet accord? Mais c'est pas pour rien. Le chef de l'État appelle au respect aux uns aux autres, au respect de ces engagements. Et au niveau national, on demande à la République démocratique du Congo, parce que ça nous concerne, nous. De créer un comité cet accord de suivi nous concerne, nous. C'est pas pour les Rwandais, c'est pour la RDC. On demande au Congo, à Kinshasa, de créer au sein du gouvernement un mécanisme national pour superviser, n'est-ce pas, le suivi qui est respect de cet engagement. Et celui-là, il va travailler en collaboration avec un envoyé spécial qui sera, je crois, nommé bientôt, du secrétaire général des Nations Unies, pour suivre de près que tous les États qui ont signé puissent le respecter scrupuleusement. Je voulais placer un petit mot, madame. Je vous écoute, Laurent. Alors, nous parlons de ces comités de suivi. Moi, je ne sais pas si nous sommes réalistes. Je suis malheureusement dans cette approche du réalisme. Vous êtes trop pessimiste, Laurent. Non, pas réaliste. Je suis plus réaliste. Je suis plus réaliste parce que j'aime beaucoup plus prendre, je voulais même dire positiviste, mais... je regarde le principe et l'applicabilité du principe. Aujourd'hui, nous allons nommer justement ces comités de gens, comme nous sommes habitués à donner toujours de l'argent pour des gens comme ça. Ils seront là, mais nous avons quels moyens techniques de suivre ça? Nous avons quelle diplomatie pour aller dire en Ouganda que vous avez dépassé vos frontières de 2 minutes? Nous avons quel radar pour observer qu'il n'y a pas de contrôle? Si déjà, quelqu'un peut quitter le Congo, ou aller ailleurs, comme quelqu'un peut rentrer au Congo sans la moindre pièce d'identité. Nous sommes le seul pays au monde où quelqu'un peut faire 10 ans. Si tu n'es pas rentré dans une ambassade ou si tu n'es pas allé à la présidence ou dans un ministère, on ne te pose pas la question de savoir quelle est ta carte d'identité. Même si le roulage t'arrête en cours de route, il te demande où sont tes documents de véhicule, alors qu'il devait commencer par t'identifier. Non, madame, nous n'avons pas des éléments pour faire ça. Et ce que ça veut dire, moi j'ai entendu l'explication assez théoricien de 11 plus 4, mais moi j'ai une explication même politique. Ça signifie que la RDC est un peu comme un bien public, un bien commun de la communauté. En fait, pour ne pas se voiler la 11 face, plus 4, on est sous tutelle. En réalité, ça veut dire que c'est un bien sans maître. Laissons John parler. On est sous tutelle. La RDC aujourd'hui est sous tutelle. Vous monopolisez la parole, madame. Je pense que vous ne me sécurisez pas. Je devais suivre le raisonnement pour que je pense ma réflexion. On est sous tutelle. Non, moi je on est sous tutelle des Nations Unies. Il y a un article où on demande aux pays signataires de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République du Congo. Cela veut dire qu'on respecte notre souveraineté, on respecte notre intégrité. On est un État souverain. On n'est pas sous tutelle ni des Nations Unies, ni de l'Union africaine, encore moins des SADC. Parce que rappelez-vous que cet accord, avant que ça soit, d'abord, ça a été annulé, rejeté par l'Union africaine, et Ban Ki-moon a été piqué par une colère noire lors de l'annulation de cet accord. Ça fait 1 mois, et ça a été soumis à un amendement au niveau de la SADC, et après, quand on a vu que ça pouvait passer, tous les États sont passés pour le signer. Ce n'est pas quelque chose qu'on est venu imposer aux Africains ou imposer aux Congolais, mais ça subit un toilettage de la SADC. La toute dernière question à vous deux, mes estimés collègues. Quel est l'avantage, on ne va pas parler des avantages aujourd'hui, essayons d'être positifs, quel est l'avantage de cet accord cadre pour la RDC? En quelques mots et on va terminer. Même si la question est déjà pensée, parce que quand vous posez la question de savoir quels sont les avantages sans les inconvénients, je laisse le choix aux téléspectateurs d'apprécier les caractères penchés de la question. Qu'à cela ne tienne, je prends pour moi les avantages, c'est que cet accord vient nous rappeler que nous sommes un pays dont la souveraineté est à dents de scie et qu'on vient nous dire que nous sommes un pays, nous devons nous réveiller. Je compte dans cet accord la volonté de la communauté internationale à ne pas vouloir voir le Congo aller de l'avant. On devait, noir sur blanc, souligner dans cet accord
que les pays voisins sont ceux-ci et que vous avez fourni parce qu'ils ont la logistique capable d'identifier à quelle hauteur ils ont contribué à l'agression du Congo. Voilà pourquoi sur cette table, j'avais dit à l'époque que nous avons comme ça une adéquation des concepts dans ces pays. On a parlé comme en son temps. Est-ce qu'il y a agression? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a soutien de rebelles? On ne sait pas. Ces concepts nous rattrapent aujourd'hui. C'est comme nous sommes partis à Kampala, les gens ont dit non, évaluation, réévaluation, discussion pour parler. Aujourd'hui, dans la cause nationale, nul encore ne prend les risques de dire nous sommes devant quel concept, parce que le concept a l'avantage de jeter les jalons pour une discussion. Je termine en disant que les Congolais, madame, doivent se prendre en charge. Le concept de Moussé, ce n'est pas un concept creux. Il a un sens. C'est au travers d'un leadership responsable. Ce leadership responsable doit s'imprimer au travers de la responsabilisation des acteurs conséquents et capables de gérer, pas dans les schémas d'adéquation majorité opposition. Je voulais rappeler ce que j'avais dit à l'introduction de l'émission, que c'était pas un bon moment pour juger, critiquer cet accord. 2 jours après sa signature, on doit accorder une chance positive, pas négative comme le fait Laurent à cet accord. 1 mois après, voyons ce que ça va donner. Je crois que cet accord, je m'adresse aux Congolais et à la classe politique, c'est la dernière chance pour le Congo pour éviter la balkanisation du Congo. Nous avons tous la responsabilité de faire de manière à ce que nos engagements signés soient respectés. Le chef de l'État, le gouvernement doivent s'adapter à ces engagements. Nous devons tous nous soumettre à cet engagement. Revoyons, réalisons, comprenons ce qu'on nous demande, ce qu'on nous exige dans ces accords, faisons-le, même s'il faudrait perdre son pouvoir, il faut le faire, parce que l'avenir du Congo dépend du respect de cet accord cadre. Au cas contraire, le Congo sera balkanisé. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont les derniers mots de mes estimés confrères John Lungila de Couleur Télévision et Laurent Nimba, journaliste indépendant. J'étais très heureuse d'être parmi vous pendant ces quelques minutes pour parler de l'accord cadre pour la République démocratique du Congo. En tout cas, cette fois-ci, nous avons fait vraiment un effort de vulgariser cet accord, de les lire, parce qu'on nous a dit, on nous a reproché de fois qu'on ne lit pas trop, que les accords ne sont pas vulgarisés, qu'il y a trop d'accords secrets et tout ça. Donc cette fois-ci, nous avons pris la peine de le lire pour vous et d'essayer de décortiquer, en tout cas avec les minutes qui nous a été accordées, cet accord cadre. Alors en tout cas, merci à vous, mes estimés confrères, d'avoir accepté de participer à WebPress. Merci donc à Alain Bolikango qui a assuré la prise de vue. Merci aussi à Jacques à la régie pour ce service qui nous a été rendu. Je vous remercie une fois de plus, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à ce magazine WebPress. Comme je le dis, vraiment ce magazine est ouvert aux journalistes. Venez participer à cette émission et je le déplore, je le dis, beaucoup de journalistes n'osent pas venir parce qu'ils ont peur, ils disent que non, on connaîtra un peu nos tendances et beaucoup ne veulent vraiment pas venir s'exprimer. Alors je remercie sincèrement ceux qui ont le courage, comme John Lungila et Laurent Onimba, de participer à cette émission. La République démocratique du Congo nous appartient tous. La seule arme que nous avons, la seule pierre que nous avons pour reconstruire notre pays, c'est ce que nous faisons, c'est notre travail. Alors assumez-vous, vous êtes journaliste, assumez-vous jusqu'au bout. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce WebPress et on se retrouvera sûrement le mercredi prochain. Merci. Au revoir.